que je vais évoquer avec vous, Cox ou la course du temps, c'est le nouveau roman de Christoph Ransmeyer et je vais être aidé dans cette tâche par l'éditrice Anne Michel. Bonjour Anne et merci. Oui, malheureusement, Christoph Ransmeyer ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Ceux qui ont lu Atlas d'un homme inquiet le savent. C'est un grand voyageur et un homme qui part pour de lointaines destinations, un marcheur, un alpiniste. Donc là, il est en train de marcher dans les montagnes. Un contemplatif aussi, qui prend le temps. Ça, c'est important par rapport au livre dont nous allons parler. Juste, on présente brièvement, comme vous venez de le faire. Il est né en 1954. Il est aujourd'hui considéré comme le plus grand auteur de langue allemande, et ce depuis le dernier des mondes. Le plus grand écrivain autrichien. L'un des plus grands auteurs de langue allemande. Je sais parmi vous, parce que quand on en parle, je vois l'enthousiasme que depuis son premier livre, Les effrois de la glace et des ténèbres, il a suscité chez vous. C'est un très très grand auteur, voilà. Et ça fait plus de 6 ans qu'il n'avait pas écrit de roman. Et là, il renoue avec vraiment le génie du dernier des mondes ou de l'effroi de la glace et des ténèbres. Et on est très heureux de le retrouver dans ce rôle du romancier. Dans un instant, Anne, on va avoir une petite vidéo. On va peut-être planter le décor rapidement sur ce roman Cox ou la course du temps. Nous sommes en Chine au XVIIIe siècle. C'est l'empereur Qianlong qui fait venir de Londres celui qui est considéré comme le plus grand horloger au monde, à savoir Alistair Cox, qui va partir avec quelques membres de son équipe, qui va voyager sur les océans pour rejoindre cet empire encore très méconnu, et avec bien sûr l'idée de fabriquer des horloges d'exception pour l'empereur Qianlong. Il va découvrir un pays fascinant, envoûtant, inquiétant aussi, et puis surtout au cours de ce voyage va revenir toujours en mémoire le souvenir de son épouse, mais aussi de sa fille de 5 ans, Abigail, qui est décédée. Et ces deux images vont hanter tout son voyage. On regarde l'interview, puis on en reparle après. Christoph Ransmeyer. In der Verlagsbeschreibung Ihres neuen Romanes Cox oder Der Lauf der Zeit heißt es, Ransmeyer beschwört die Hoffnung, dass allein das Erzählen über den Lauf der Zeit triumphieren kann. Wie ist diese Erfahrung entstanden? Naja, es ist ja wohl mehr ein Spiel als ein Triumph, was im Erzählen mit der Zeit geschieht. Auch der Erzähler triumphiert natürlich nicht über die Zeit. Er spielt mit ihr, insofern als er es ja ist, der bestimmt, wie lang ein Leben, vielleicht sogar eine Epoche, vielleicht sogar die Existenz der ganzen Welt, die er beschreibt, dauert. Aber es ist eben ein Spiel. Denn der wahre Triumph würde darin bestehen, dass er die Zeit in irgendeiner Form verlängern kann oder verschieben kann. Und das kann er natürlich nicht, wenn seine Gehirnströme erlöschen, zum Stillstand kommen und sein Herzschlag, dann ist das Spiel natürlich auch für ihn zu Ende. Und von einem Triumph dann noch zu reden, wäre lächerlich. Anne Michel, avant de parler plus précisément de l'écriture, je voudrais quand même que l'on cite tout de suite le traducteur. C'est Bernard Kreis qui a traduit le roman de Christoph Ransmeyer. Lorsque vous vous êtes plongé pour la première fois dans ce roman, qu'avez-vous ressenti ? C'est agréable cette petite musique qui nous accompagne. Si éventuellement on pouvait l'atténuer un petit peu pour qu'Anne puisse répondre. Merci. Voilà, que vous inspirez là Christoph Ransmeyer, bon là on parle du temps, donc qui est vraiment l'un des thèmes absolument central. Ce que j'ai ressenti, c'est de retrouver ce romancier que nous avons aimé et qui, bien qu'il présente un voyage d'un ordre différent, qui est là un voyage dans le temps, a toujours ces thèmes communs. Donc c'est une expédition vers l'inconnu où l'être va se redéfinir. Et voilà, c'est ce que Ransmeyer fait, parce que pour lui, les questions vraiment essentielles sont
existentielle. C'est ça qui fait la puissance de son écriture et de sa poésie. Il se confronte aussi bien à la nature qu'aux grandes questions qui nous habitent. Et donc, c'est retrouver ce qui fait vraiment la spécificité de Ransmayr comme écrivain. C'est une grande fresque, que ce soit dans les premières pages où il est à bord de ce bateau, le Sirius, qui l'amène jusqu'en Chine, que ce soit la découverte de la culture, des paysages, le choix des mots permet d'avoir une vision absolument incroyable des décors. Oui, il a cette poésie à la fois incroyablement précise, hein, qui est d'un lyrisme, mais d'un lyrisme extrêmement dense et vraiment tenu par le réel, là aussi, comme Johann Sfar. Et donc, c'est une description absolument très précise de cette Chine du XVIIIe, mais aussi de l'inconnu qu'elle représente pour ces Anglais qui n'avaient pas la moindre idée de cette culture et qui viennent là, Cox d'abord, parce que, comme vous l'avez dit, sa petite fille de 5 ans, Abigail, est morte et que sa femme qu'il adore, une femme très jeune qu'il a épousée, a sombré dans le mutisme depuis cette mort. Donc pour lui, ce voyage est aussi le temps du deuil et peut-être de permettre à sa femme de se reconstruire. Et donc la culture dans laquelle il va arriver, il ne l'attend pas. Et elle est effectivement à la fois sublimement belle pour lui qui est un créateur d'horloger, donc habitué à la beauté et à la précision, mais aussi terriblement cruelle, puisque ce Xianlong, qui a véritablement existé, était un empereur terrible sur lequel personne, y compris ses concubines, ne pouvait lever les yeux. Donc tout de suite, il y a cette notion de danger, puisque dès qu'ils arrivent, il y a des tortures qui sont en train d'être accomplies sur des Chinois dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait. Et même donc, les tortures sont décrites avec poésie. Voilà, donc à la fois on est dans la beauté et la cruauté. Il y a 2 personnages centraux. Il y a Qianlong, l'empereur, que l'on ne voit quasiment jamais, mais on nous en parle sans cesse. C'est un dieu vivant. On baisse les yeux dès qu'il le frôle le moindre tapis. Et puis il y a Cox, qui lui est bien dans le monde des vivants, qui est là pour construire des horloges d'exception et qui est bien dans le monde des vivants puisqu'il vit dans le souvenir de sa femme et de son enfant. 2 personnages finalement que tout oppose, mais qui ont quand même des points communs, puisqu'ils sont tous les 2 fascinés par la beauté. Fasciné par la beauté et surtout fasciné par le temps. Xianlong, on ne le voit pas, mais on l'entend, puisqu'il va expliquer l'incroyable défi qu'il lance à Cox, qui est de réaliser des horloges qui représenteraient les temps intérieurs, c'est-à-dire à la fois le temps de l'enfant avec ses langueurs, ce temps infini, et en même temps le temps du condamné à mort qui sait qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre, ou le temps des amants. Essayer de créer des horloges qui pourraient rendre compte de ce temps intérieur. Et la première horloge qu'il va construire, c'est l'horloge de l'enfant. Et bien évidemment, en construisant cette horloge, c'est à sa fille qu'il songe. Donc cette horloge est aussi un monument pour sa fille Abigail. Je me permets juste de vous faire partager quelques lignes. De l'éternité surabondante, Abigail n'avait reçu en partage que 5 ans. 5 ans seulement, et après que son petit cercueil eut disparu dans l'obscurité d'une tombe au cimetière de Highgate, Cox avait éloigné toutes les horloges de sa demeure de Shaw Lane, y compris le cadran solaire exposé au sud, à l'exception toutefois d'une horloge mystérieuse qu'il avait fait enchâsser dans la pierre tombale d'Abigail, à la place de quelque ange de marbre ou d'un faune affligé. De cette horloge qu'il n'avait pas même montrée à Faye, sa femme, et que saignait déjà au bout de quelques mois une guirlande de lierre et de roses, il ne devait ressortir les plans que dans son atelier en Chine, en quête d'un mécanisme capable, tel un insecte se libérant de son cocon, de tourner encore et encore sur lui-même jusqu'à se glisser pour finir hors du temps dans l'éternité. L'horloge de vie d'Abigail, c'était le nom que Cox avait donné au discret ornement tombal, envahi suivant la saison de fleurs, de feuilles ou de rameaux chargés d'églantines, qu'il avait fait disposer à cet endroit afin d'y lire la fugacité de sa propre vie et l'accorder au repos éternel d'Abigail. Ce texte répond à ce que vous évoquiez, les différentes horloges, et puis évoque, me semble-t-il aussi, toute la poésie de l'écriture de Christopher Cox, de Ransmayr, pardon. Oui, et donc l'horloge, voilà, cette horloge, en plus, ça permet de faire la transition sur la dernière partie de ce livre, puisqu'est que, en fait, après lui avoir imposé ces défis si grands, l'empereur va lui demander ce qui est le plus difficile à réaliser, c'est-à-dire l'horloge éternelle, perpetuum mobile,
Mais Cox sait aussi que ce Xianlong, c'est l'empereur qui est le maître du temps et que seul lui peut contrôler le temps. Et il sait bien qu'en réalisant une telle horloge, il prend le risque de se confronter à l'empereur et donc de mourir parce qu'il aura défié l'empereur d'une certaine manière. Donc c'est toute cette incroyable équation entre temps et mort que va devoir résoudre Cox. Et je vous laisse la découvrir. C'est un roman exigeant parce qu'il faut vraiment prendre le temps de lire chaque mot, chaque phrase de Christoph Ransmeyer, si l'on veut vraiment en prendre toute la puissance. C'est aussi un roman sur l'éloge de la lenteur, puisque c'est un roman qui raconte le temps qui passe. Voilà, et c'est surtout un roman exceptionnel par sa poésie et par son intelligence. Et je sais, Ransmeyer sera là en septembre pour défendre ce livre, et je sais qu'on essaiera d'organiser beaucoup de choses avec vous parce que je sais à quel point vous l'aimez. Et merci. Je rappelle la traduction de Bernard Kress. Oui, Bernard Kress, magnifique traduction. Merci Anne-Michel, merci beaucoup.